Le ministère de la Santé publique, la Fondation Totelin Yali et l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments se penchent depuis ce matin sur la problématique de la vente illicite de médicaments contrefaits à Niamey. Atténuer les risques de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tel est le principal objectif que se sont fixés les partenaires techniques et financiers de la cellule nationale de traitement de l'information financière CENTIF. À cet effet, une réunion de haut niveau a eu lieu ce matin. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Tout d'abord, cette note nécrologique, la levée du corps suivie de l'enterrement de feu Amirou. Cet après-midi même à la morgue de l'hôpital national de Niamey. Les funérailles pour l'enterrement se sont déroulées dans le village de Sébéry où se trouve le caveau familial. Plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale Hama Amadou, le premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini et plusieurs membres du gouvernement donc ont assisté à ces funérailles. Ils étaient très nombreux cet après-midi à la morgue de Niamey, parents, amis et connaissances, plusieurs personnalités civiles et militaires, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, le chef des files de l'opposition, plusieurs membres du gouvernement, les chefs traditionnels, plusieurs corps diplomatiques qui ont pris part à la levée du corps du feu Amirou Garba Sidibé, chef du canton de Kouré et secrétaire général de l'association des chefs traditionnels du Niger, décédé le jeudi 21 novembre à Niamey. Après les rites pour la levée du corps, les funérailles pour l'enterrement sont déroulées dans le village de Sibiri, situé dans le canton de Kouré, où se trouve le caveau familial de la chefferie de Kouré. Là également, des milliers de personnes se sont rassemblées pour rendre un dernier hommage à ce grand homme qui, de 1973 jusqu'à sa mort, a régné sur le canton de Kouré et près de 40 ans, secrétaire général de l'association des chefs traditionnels du Niger. Feu Amirou Garba Sidibé de son vivant a occupé plusieurs postes politiques, administratifs, coutumiers. La disparition de ce grand homme est une grande perte pour le Niger. Le gouvernement, l'association des chefs traditionnels et certains amis expriment leur tristesse. Le gouvernement est très triste de cette disparition. C'est une grande perte pour le Niger, c'est une véritable mémoire pour le Niger. Il a occupé les plus hautes fonctions de l'État. Il a rendu les plus grands services à la nation. La nation lui est reconnaissante à travers ma voix qui exprime la voix du gouvernement et la voix du président de la République. Nous sommes très tristes, c'est une grande perte. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amirou Garba Sidibé fut le premier secrétaire général de l'association des chefs traditionnels en novembre 1974. Et depuis ce temps, il n'a ménagé ni son temps ni ses efforts pour améliorer les conditions de vie, j'allais dire de travail, de la chefferie traditionnelle, pour que la chefferie traditionnelle, par son nom traditionnel, puisse s'adapter à l'évolution du monde moderne et suivre le pas du contexte révolutionnaire actuel. Donc, je puis dire aujourd'hui, nous, membres de l'association des chefs traditionnels du Niger, nous sommes vraiment très émus. Garba Sidibé n'est pas seulement chef traditionnel, il n'a pas été seulement ministre. Garba Sidibé, c'est un homme de culture. Homme de culture, c'est-à-dire que je vais te sortir deux choses que les gens de Niamey ne savent pas. Quand vos footballeurs l'avont joué, vous criez Mena. C'est quand Garba Sidibé était ministre de la jeunesse qu'il a lancé un concours pour le logo de l'équipe. C'est cela qu'on a choisi MENA. Et en plus de cela, Garba, c'est lui qui a donné plus de tonus à la culture même du Niger, parce que dans la Samaria, Garba a fait beaucoup de choses. On a travaillé ensemble, qu'il soit directeur général ou qu'il soit animateur. Garba Sidibé participait après toutes les émissions en langue. Né en 1932 à Beningaouré, dans la région de Dosso, Feu Amirou Garba était marié et père de 4 enfants. Que son âme repose en paix et qu'Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, l'accepte dans son paradis éternel. Amen.
Un reportage de James Didier et Sidou Kabdou. Le Niger vient encore une fois de plus de perdre un de ses illustres fils à la personne de Amirou Garba Sidoukou, chef de canton de Kouré, département de Kolo, région de Tillabéri, secrétaire général de l'association des chefs traditionnels du Niger. Feu Amirou Garba Sidoukou est rappelé à Dieu ce mercredi à l'âge de 81 ans après avoir vainement lutté contre la maladie. Télé Sahel lui rend un hommage. Hamani Seni Soumela Ibrahim. La maladie a finalement eu raison sur lui. Le secrétaire général de l'association des chefs traditionnels du Niger tire sa référence à 81 ans. C'est avec consternation que les populations de Kouré et les Nigériens en général ont appris le décès hier de Amirou Garba Sidoukou, chef de canton de Kouré. Journaliste de formation, Feu Amirou Garba Jubo naquit à Berningauré en 1932 dans la région de Dosso. Il occupa plusieurs postes de responsabilité tant nationaux qu'internationaux, d'où notamment celui du directeur de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger ORTN et ceux de vice-président puis président de l'Union des radiodiffusions et télévision nationale d'Afrique URTNA. Il eut également une carrière politique bien remplie qu'il débuta en 1974-1975 comme secrétaire d'État à la présidence chargée de la jeunesse, des sports et de la culture, puis ministre de la jeunesse, des sports et de la culture de 1975 à 1978, en passant entre autres par le poste de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de 1979 à 1983, jusqu'au poste de secrétaire général du Conseil national de développement CND de 1985 à 1987. 1987, date où il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite. Marié, père de 4 enfants, Amirou Garba Jubo, de son vivant, était membre du Conseil des sages de la CEDEAO. C'est ce sage que le Niger vient de perdre à jamais. Que Dieu ait son âme. Amen. Conseil de ministres, donc ce communiqué du Conseil de ministres du vendredi 22 novembre 2013 par délégation expresse du président de la République à travers le décret numéro 2013-479/PRN du 21 novembre 2013. Le Conseil des ministres s'est réuni le vendredi 22 novembre 2013 dans la salle habituelle de réunion du cabinet du Premier ministre sous la présidence de Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions au titre du cabinet du Premier ministre. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. Le gouvernement, dans le cadre des programmes de réforme soutenus par les partenaires techniques et financiers et le cadre de renforcement de la sécurité dans certaines parties du territoire national, pour être conduit durant l'intercession du 3 décembre 2013 au 28 février 2014 à prendre éventuellement des actes relevant du domaine de la loi. Il s'agit entre autres de la ratification des accords de prêt, de protocoles, de dons comportant des commissions et des intérêts, des textes de forme législative nécessaires à la mise en œuvre des programmes conclus avec les partenaires au développement et les textes de forme législative nécessaires à la mise en œuvre du volet sécuritaire du programme du gouvernement, à l'exception de ceux relatifs aux matières visées aux articles 104 et 105 de la Constitution. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement sollicite de l'Assemblée nationale qu'elle l'autorise à légiférer par voie d'ordonnance. Il convient de préciser que les ordonnances qui seront prises conformément à cette loi d'habilitation seront transmises à l'Assemblée nationale pour ratification. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. L'ordre du jour étant épuisé, le Premier ministre chef du gouvernement a levé la séance. Restons à la primature avec le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui s'est entretenu cet après-midi avec une délégation composée des responsables de sociétés américaines œuvrant dans divers domaines, notamment l'énergie, les télécoms, la santé, la sécurité aéroportuaire, l'hôtellerie, les nouvelles technologies de l'information, etc. Cette délégation était conduite par l'ambassadeur du Niger aux États-Unis, Maman Sidoukou. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, de la ministre des Enseignements secondaires et de la directrice du cabinet du Premier ministre, ainsi que le haut-commissaire à l'initiative 3N, Estelle Marie Essen, présidente du groupe Global Washington DC, à la sortie d'audience.
First of all, I'd like to introduce myself. Alors, premièrement, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Dr Marie Husten. Je suis la chef des opérations de la compagnie GB Global et je suis également vice-présidente de tout ce qui a trait à l'oncologie et à l'image. J'aimerais premièrement remercier le peuple du Niger et également le Premier ministre du Niger pour l'accueil fabuleux et exceptionnel que nous avons eu et également pour la conférence exceptionnelle qui a eu lieu ici. Sur l'invitation de votre ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur Maman Sidikou, sur qui le peuple nigérien entier doit être très fier. Il était capable de nous convaincre que nous devrons absolument être ici au Niger cette semaine. Nous avions eu l'opportunité de rencontrer d'autres gens qui étaient aussi dans le même domaine. Et comment ils ont envie de coopérer avec le gouvernement du Niger. Aujourd'hui, que le gouvernement du Niger a envie d'avancer dans la bonne direction par rapport à lui-même et par rapport à son peuple. Votre ambassadeur a énormément travaillé aux États-Unis d'Amérique et le travail qu'il a fourni, c'était principalement essayer de mettre sur une même table la plupart des leaders américains qui sont dans les affaires. Et le focus était principalement de mettre le Niger en avant. Alors vous pouvez imaginer que dans le domaine de la technologie, du tourisme, de l'oncologie, de la pharmacie, il a essayé de regrouper tout cela et pour l'intérêt du Niger. Le fait qu'on soit au Niger pour assister à tout cela, c'est définitivement une opération qui peut être bénéfique et pour nous et pour le Niger. Et nous pensons que nous voulons avancer en avant pour cela. Dans le cadre de la tenue de la conférence internationale sur la lutte contre les médicaments contrefaits, la première dame de la République du Burkina Faso, Chantal Kampaoré, est arrivée à Niamey ce jour même. À l'aéroport du Hamani, elle a été accueillie par la première dame, Dr Malika Issoufou. Les ambiances. La première dame, Dr Malika Issoufou, a procédé ce matin donc au lancement officiel de la caravane de plaidoyer en faveur de la lutte contre la fistule obstétricale. C'était au Centre national de référence de soins de la fistule obstétricale de Niamey. Les premières dames et les représentants de plusieurs pays étrangers étaient présents à cette cérémonie. Mahmoud Idrissa Mega, Issouf Suleiman. Accompagné des premières dames de la République centrafricaine, celle de la République du Mali et plusieurs ministres représentantes des pays étrangers, Dr Malika Issoufou, la première dame du Niger, a procédé ce matin au lancement officiel de la caravane de plaidoyer en faveur de la lutte contre la fistule obstétricale. Une maladie qui touche les femmes, notamment celles en milieu rural, et dont la sensibilisation pour la prévention peut y remédier définitivement. Dans son discours, Dr Malika Issoufou a plaidé pour une génération sans fistule, chose possible et à notre portée, a-t-elle déclaré. Mesdames et messieurs, pour l'avènement d'une génération sans fistule, nous devons amplifier les efforts entrepris pour 1. Éviter la survenue de la fistule chez nos concitoyennes. Les femmes doivent donc bénéficier d'un meilleur accès au planning familial, aux soins prénatals et postnatals, aux services et soins obstétricaux d'urgence de haute qualité offerts par des prestataires compétents. 2. Prendre en charge les cas non traités des femmes qui vivent avec la fistule. Nous devons continuer donc à renforcer et développer les capacités du système de santé pour faciliter les opérations de la fistule. Beaucoup de femmes vivent avec cette pathologie depuis des décennies car elles ne sont pas en mesure d'accéder au traitement. 3. Sensibiliser les communautés. Les familles, les femmes doivent comprendre les causes de la fistule afin de réduire les stigmates, de façon à ce que les femmes qui vivent avec la fistule et qui cachent leur pathologie puissent se manifester et chercher à bénéficier d'un traitement. 4. Établir des partenariats avec des partenaires techniques, financiers et institutions financières, car il est impératif que les services de prévention et de soins disposent de ressources suffisantes pour qu'ils soient plus efficaces dans la prise en charge des maladies. Aujourd'hui, nous honorons les chirurgiens, les professionnels de la santé et les communautés qui transforment la santé et les vies des femmes.
Grâce à leur dévouement et au soutien permanent de nos partenaires de développement, des institutions sanitaires et des hôpitaux locaux, la génération sans fistule est un objectif réalisable et à notre portée. Le ministre de la Santé publique Manu Agali, tout en remerciant la première dame, Dr Malika, marraine de la lutte contre la fistule obstétricale au Niger, a relevé toute l'importance de cette caravane et l'engagement de la République du Niger à éradiquer définitivement cette maladie. La cérémonie solennelle qui nous réunit aujourd'hui au Centre national de référence de la fistule obstétricale consacre les lancements officiels d'une caravane de plaidoyer pour l'élimination de la fistule obstétricale sous le haut patronage de Madame la Première Dame, marraine de la lutte contre la fistule obstétricale, Dr Malika Issoufou. La sensibilisation communautaire sur les causes, conséquences et prévention de la fistule est un processus qui permet aux communautés de bien cerner les problèmes liés à cette maladie handicapante et d'appliquer des mesures conséquentes pour son éradication. Cette caravane de sensibilisation vise à renforcer les plaidoyers à l'endroit des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, au niveau de la presse, de la société civile en général, pour la prévention de la fistule. Les femmes atteintes de la fistule obstétricale ont reçu des kits de la part de Dr Malika Issoufou. Les 3 premières dames ont saisi l'occasion pour visiter les locaux du centre. Un centre dont le Niger envisage d'en faire un centre sous-régional en matière de soins de la fistule obstétricale. Restons dans le domaine de la santé avec le ministre de la Santé publique Manu Agali. Le ministère, donc en collaboration avec la Fondation Tetelin Iyali et l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments IRACM organise une conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite de médicaments. C'est le ministre de la Santé publique Manu Agali qui a présidé la cérémonie. Khadijatou Hassan, Abdullah Hamidou. Cette conférence internationale sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments, qui a vu la participation de plusieurs pays étrangers en dehors du pays organisateur, le Niger, est une plateforme pour trouver les voies et moyens de lutter contre le phénomène de la contrefaçon en général et des médicaments en particulier. Car il est difficile aujourd'hui d'évaluer le nombre de victimes annuelles causées par les faux médicaments, ainsi que le pourcentage précis de produits médicaux falsifiés en circulation dans le monde, précise le secrétaire exécutif de la Fondation Tetelin Iyali, tout en expliquant que c'est la pauvreté qui est à la base de cet état de fait. Cette propension du trafic est favorisée malheureusement par le manque de moyens humains et logistiques pour contrôler efficacement la circulation et la distribution des produits médicaux, ainsi que leur traçabilité dans la majorité des pays, surtout en Afrique. Cette conférence de Niamey aura l'originalité d'engager les premières dames dans cette lutte et de développer un programme concerté de lutte contre les faux médicaments qui prendra son élan de l'Afrique afin d'assurer à nos populations l'accès à des soins de santé de qualité. Pour le directeur de l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments, ces produits sont dangereux, donc il va falloir agir. La contrefaçon de médicaments est un danger pour les patients et la santé de la population, ainsi que pour l'ordre public. Trop souvent, les trafiquants ont une longueur d'avance. Ils ont une stratégie. Ils choisissent le moment, le lieu et les modalités de leur action. Trop souvent, les États ne font que réagir au coup par coup et encore pas toujours. Le ministre de la Santé publique, dans le même registre, lance un appel à l'endroit de tous les acteurs de la santé afin de revisiter le système pour une bonne santé de la population nigérienne. Lançons-nous le défi d'avoir une réflexion scientifique dénuée de tout intérêt corporatiste, dénuée de tout intérêt lié au continent, au pays, à la région. Voyons simplement la santé de la population. Le ministre Manu Agali a enfin notifié que cette conférence constitue une première étape décisive de l'élaboration d'une action s'attaquant au phénomène, une action menée à tous les stades du processus, une action géopolitique et enfin une action véritablement régionale et commune. Présent au Niger dans le cadre de la conférence sur les médicaments contrefaits et le marché illicite des médicaments,
Le secrétaire général de l'Organisation mondiale de douane OMD a eu une réunion avec la direction de douane du Niger ce matin à Niamey. Cette rencontre fut un cadre d'échange et de présentation de l'administration de douane nigérienne. C'était en présence du vice-président de l'Organisation mondiale de douane pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et des opérateurs économiques locaux, Djouari Issaka et Hadiza Hamidine. C'est un grand jour pour la douane nigérienne de recevoir deux personnalités de l'administration douanière mondiale. Pour le directeur général des douanes, c'est le lieu de leur rendre hommage pour le soutien que leur administration n'a cessé d'apporter aux administrations de la région et exprimer sa volonté au vice-président de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et d'initier une rencontre entre son administration et celle qu'il dirige. L'administration des douanes du Niger, à l'instar des autres administrations, a signé la lettre d'intention pour la mise en œuvre du cadre des normes CEF et de ce fait s'est engagé dans un processus de réforme et de modernisation pour s'inscrire dans la vision de l'Organisation mondiale de la douane du XXIe siècle. Notre ambition est grande, mais nos moyens sont limités. C'est pourquoi, tout en remerciant l'Organisation mondiale des douanes, nous voudrions, Monsieur le secrétaire général et Monsieur le vice-président, davantage de soutien pour atteindre avec succès les objectifs que nous nous sommes fixés. Pour le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, il faut privilégier la communication entre les parties prenantes en vue de créer un partenariat efficace et durable. De plus en plus, nous travaillons, notre opération est basée sur le partenariat entre les douanes et le commerce. Et dans cette manière, on peut demander, on peut partager l'information avec le secteur privé. Et le directeur général a dit que l'année prochaine, notre thème sera la communication. Mais la communication, pourquoi? C'est pour partager d'informations, pour avoir une meilleure coopération de la part du secteur privé, mais aussi de la part d'autres agences gouvernementales dans votre pays. Nous sommes très honorés, je vous le dis sincèrement, puisque nous avons été cités donc, dans les discours des uns et des autres. Donc si cela a été, moi je crois que c'est le fruit quand même de ce que nous avons mené dans notre lutte syndicale. Une présentation de l'administration des douanes nigériennes a été faite aux autres. On peut citer en exemple le plan stratégique qui s'articule sur 3 axes prioritaires, à savoir l'amélioration et la mobilisation des ressources internes, la protection du consommateur nigérien et le renforcement de la compétitivité du Niger. Plusieurs autres sujets ont été évoqués. Ouverture ce matin dans la salle de Croix du Sud de l'hôtel Gawai d'une réunion de haut niveau sur le financement de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme organisé par la cellule nationale de traitement de l'information financière CENTIF. La présente réunion a pour but d'inciter les partenaires techniques et financiers à financer toutes les actions à mettre en œuvre pour atténuer les risques de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Niger. La présente réunion a été co-présidée par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et celui délégué au budget en présence du directeur général du DIABA, Borik Al-Badia, Issaka Issa. La stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme élaborée et validée de manière participative en collaboration avec le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent GIABA a été adoptée en Conseil des ministres par décret numéro 2013-220-PRN-MF le 14 juin 2013. Elle a pour objectifs principaux la préservation de l'intégrité du système financier, la coupure des réseaux terroristes de leurs sources de financement et la construction d'un rempart contre la spéculation des fonds de provenance illégale. L'efficacité de cette lutte dépend fortement de l'implication de tous les acteurs concernés. C'est donc ensemble que nous devrons agir afin de prendre en charge les insuffisances identifiées dans ces dispositifs. En ce qui concerne le ministère des Finances, le ministère a mis à la disposition de la CENTIF un budget et un siège permanent pour la rendre autonome et opérationnelle. J'en appelle donc aux partenaires techniques et financiers ici présents d'accompagner les efforts du gouvernement du Niger pour endiguer, voire atténuer les risques de blanchissement des capitaux et de financement du terrorisme au Niger.
Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses, Assimi Massaoudou, a dans l'allocution prononcée à cette occasion souligné l'importance d'une telle rencontre de haut niveau. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont au cœur de presque toutes les activités criminelles qui représentent aujourd'hui une menace pour la paix dans le monde, aussi bien en termes de sécurité intérieure que de stabilité économique, financière et même politique de nos États. En témoignent les événements qui secouent plusieurs pays de la sous-région. Il y a donc à la fois nécessité et urgence de prendre les mesures qui s'imposent et de mettre en place des dispositifs efficaces et adaptés pour répondre à l'ingéniosité de ceux qui veulent utiliser nos territoires et nos systèmes financiers pour accomplir leurs desseins criminels. Les autorités du Niger sont pleinement conscientes des menaces que constituent les différents phénomènes criminels liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. La présidente de la cellule nationale de traitement des informations financières, Mme Sanadi Chimaden Hadaktan, a dans son mot introductif présenté ses remerciements aux membres du gouvernement, au directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, Dr Abdoulaye Cheou, et aux partenaires techniques et financiers pour leur participation active à la présente rencontre, le premier du genre. Le directeur général du JABA a quant à lui présenté ses remerciements et encouragements à la présidente de la CENTIF pour les efforts remarquables accomplis en vue de rehausser l'image de marque de notre pays, le Niger. Après des échanges fructueux, les partenaires techniques et financiers ont apprécié l'organisation des présentes assises et rassuré la présidente de la CENTIF de leur soutien technique et financier indéfectible pour la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ce qui permettra à notre pays de renforcer à terme son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour ainsi améliorer la bonne gouvernance économique et sécuritaire, une des priorités des autorités de la 7e République. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Assimi Massaoudou, a peu après cette cérémonie rencontré la présidente d'Interpol, Mireille Balestrazi. La coopération policière qui existe entre Interpol et notre pays a été au centre de cette entrevue. Mireille Balestrazi à la sortie d'audience. L'objet de ma visite est double puisque la première dame ici au Niger m'a convié à pouvoir m'exprimer, prendre la parole lors de la conférence qui est consacrée à la problématique et la lutte contre les médicaments falsifiés qui créent beaucoup de dommages dans les populations. Et pour moi c'était l'occasion unique de venir au Niger à ce moment-là. Je tenais beaucoup à venir au Niger, puisque dans le cadre de l'organisation d'Interpol, le Niger a une grande importance. C'est un partenaire fidèle et très proactif. Et ça me permettait de rencontrer les autorités, le directeur général qui a bien voulu me recevoir, et puis de voir aussi ses collaborateurs les plus directs qui sont chargés de la lutte contre la drogue, la criminalité, le terrorisme, et de pouvoir échanger. Et le ministre de l'Intérieur m'a reçu, je l'en remercie aussi pour échanger un petit peu. Il y a tant de choses à faire, les défis sont nombreux et le Niger est au centre de beaucoup de challenges et nous tenons vraiment à travailler ensemble pour construire l'avenir dans les meilleures conditions. L'Union européenne, à travers le 10e FED, Fonds européen de développement, vient de doter le ministère de l'équipement et celui des transports du Niger en matériel roulant et matériel informatique d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. Cette dotation vient ainsi renforcer les capacités des 10 ministères. Et c'est le ministre de l'équipement qui a réceptionné cette importante dotation des mains de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en République du Niger. C'est Noussoumela Ibrahim, Hadiza Hamidine. Par la présente cérémonie, l'Union européenne met à la disposition des ministères de l'équipement et des transports du matériel roulant et informatique pour un coût de 106 millions de francs CFA. Cette donation est une des résultantes de la mise en œuvre du programme indicatif national du 10e Fonds européen de développement qui consacre au secteur des transports environ 107 milliards de francs CFA. La dotation des matériels vont contribuer significativement au renforcement de vos parcs matériels et à l'amélioration des conditions de travail du personnel de vos 2 ministères, dont je ne doute pas qu'il en fera un usage à bon escient et surtout assurera son entretien régulier afin d'inscrire dans le temps
l'optimisation de cet important investissement. Les objectifs du programme, pour rappel, dira le ministre de l'Équipement, visent entre autres au renforcement et à la promotion des structures impliquées dans le secteur routier, à savoir le ministère de l'Équipement, celui des Transports, la CAFER, les PME et les bureaux d'études techniques. Le gouvernement du Niger entend tout mettre en œuvre pour faciliter la réalisation de l'ensemble des activités programmées. C'est pourquoi j'en appelle au sens élevé du devoir de l'ensemble du personnel, chacun dans ses prérogatives et ses compétences, aussi bien des services centraux que des démembrements et des services rattachés, de faire en sorte que cela soit une réalité. D'ores et déjà, l'unité de gestion des projets FED vient de voir le jour avec l'affectation de 2 ingénieurs nouvellement recrutés en même temps que d'autres jeunes cadres et la signature aujourd'hui même de l'acte formel de désignation du coordonnateur. L'enveloppe prévue pour soutenir ce projet d'appui institutionnel comportant un volet d'assistance technique et un devis programme en faveur du ministère de l'Équipement et des Transports s'élève à 2,8 milliards sur la période 2012-2014. À l'intérieur du pays, à Maradi précisément, début hier des travaux du forum de lancement du processus d'élaboration du plan de développement régional PDR. C'était sous le haut patronage de la ministre déléguée auprès du ministre du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, chargé de l'aménagement du territoire, donc du développement communautaire. Ibrahim Hassimisso, Sanoussi Garba. Ils sont environ 300 participants. Et la cérémonie a été honorée par la présence du directeur de cabinet adjoint du président de la République, du haut commissaire à la modernisation de l'État, des représentants du ministère délégué à la décentralisation des partis politiques et des organisations internationales, auxquels le président du conseil de ville a souhaité la chaleureuse bienvenue à Maradi. Pour le président du conseil régional, initiateur de ce forum premier du genre, la présence de ces illustres hôtes est la preuve supplémentaire de l'attention particulière qu'ils accordent au processus de la décentralisation en général et à l'opérationnalisation des collectivités territoriales en particulier. Le président Patebala a aussi rendu un hommage appuyé aux partenaires techniques et financiers pour leurs actions multiformes et multiples. Ces appuis sont vitaux, a-t-il précisé, pour le devenir économique de la région et leur a demandé de poursuivre. L'objectif général visé à travers ce forum est la recherche d'adhésion et de compréhension de l'ensemble des acteurs de la décentralisation sur la finalité de l'élaboration du PDR et de sa mise en œuvre. L'élaboration des plans de développement régional dans sa version actuelle constitue une avancée importante dans le processus. Au niveau régional. Cet alignement doit être étroitement observé dans la mesure où le PDS résulte d'un processus participatif qui a mobilisé la participation des acteurs nationaux et régionaux, du secteur public comme du secteur associatif et privé. Au nombre des allocutions qui ont marqué la cérémonie, l'on peut citer celle du président de l'association des régions du Niger qui affirme en substance que c'est un déclic supplémentaire de l'opérationnalisation de la décentralisation et une étape fondamentale dans la production des outils régionaux d'orientation et de planification. Celle du gouverneur de la région qui a évoqué les immenses défis à relever par cette région aux énormes potentialités. El Hadj Amadou Babale a entre autres indiqué que le PDR viendra combler le vide et créer efficacement les conditions d'une meilleure harmonisation des actions. Et enfin celle du coordonnateur du système des Nations Unies qui a été très acclamé pour avoir dit qu'il a un attachement et une sensibilité particulière pour Maradi et qu'il compte faire de cette région un pôle important de leurs actions. Nous continuerons en tant que système des Nations Unies, y compris le PNUD et UNCDF dans le domaine de la gouvernance, notre appui. Et nous avons prévu dans le cadre du nouveau programme de coopération 2014-2018 et dans notre plan cadre des Nations Unies d'assistance au développement, une grande enveloppe
pour appuyer la décentralisation, soutenir durablement les efforts des entités décentralisées et les communautés. Délibération ce matin au Conseil supérieur de la communication des noms des organes de presse ayant bénéficié du fonds d'aide aux entreprises de presse privées d'un montant de 200 millions de francs CFA au titre de l'année 2012. Après examen minutieux des dossiers retenus, les montants suivants ont été attribués en tenant compte de la nature des organes et des charges qui leur incombent, de même que le respect strict des critères définis. La répartition par organe au niveau de la presse écrite. Au niveau des quotidiens, l'enquêteur est le premier. Avec une note de 12,5, il se retrouve avec un montant de 5 millions de francs CFA. Dans la sous-catégorie bi-hebdomadaire, l'événement est le premier, il se retrouve avec une note de 11,5 sur 20, il se retrouve avec un montant de 4 millions. Dans la sous-catégorie des hebdomadaires, nous nous retrouvons avec comme premier la Griffe avec une note de 14,5 sur 20 et un montant de 2 890 675 francs. Le deuxième de cette sous-catégorie, le Canard déchaîné, se retrouve avec une note de 14 sur 20 et un montant de 2 790 997 francs. L'actualité se retrouve troisième dans cette sous-catégorie avec une note de 13,5 et un montant de 2 691 318 francs. Quatrième, le courrier avec une note de 12,5 et un montant de 2 491 961 francs CFA. Quatrième ex-aequo, le Patriote 15 avec la même note, 12,5 et un montant de 2 491 961 francs. Sixième ex-aequo, la Roue de l'Histoire avec une note de 12 sur 20 et un montant de 2 392 283 francs CFA. Sixième ex-aequo, Arbre à Palabre avec une note de 12 sur 20 et un montant de 2 392 283 francs. Huitième ex-aequo, L'Autre Observateur avec une note de 11,5 et un montant de 2 292 605 francs. Huitième ex-aequo, Le Flic avec une note de 11,5 sur 20 et un montant de 2 292 605 francs. Huitième ex-aequo, toujours La Source avec une note de 11,5 sur 20 et un montant de 2 292 605 francs. Onzième ex-aequo, La Hache avec une note de 10 sur 20 et un montant de 1 993 369 francs. Onzième ex-aequo, Le Témoin avec une note de 10 sur 20 et un montant de 1 993 569 francs. Et enfin, le 12e, La Démocratie avec 10 sur 20 avec une note avec un montant de 1 993 569 francs CFA. Voilà la sous-catégorie. Toubal Info avec une note de 13,50 et un montant de 1 653 061 francs CFA. Premier ex-aequo, L'Entretien dans cette sous-catégorie, il a une note de 13,50 et un montant de 1 653 061 francs. Troisième, Le Capital avec une note de 12,5 sur 20 et un montant de 1 530 612 francs. Quatrième, Air Info avec une note de 12 sur 20 et un montant de 1 469 388 francs CFA. Cinquième, L'Autre Essor avec une note de 11,5 sur 20 et un montant de 1 408 163 francs CFA. Sixième, Le Tempo avec une note de 10,50 sur 20 et un montant de 1 285 714 francs CFA. Donc voilà, cette sous-catégorie se retrouve, comme je l'avais dit plus haut, avec 9 millions. Maintenant, l'autre sous-catégorie des mensuels se retrouve avec un organe qui est premier Sahel Horizon, qui se retrouve avec 14,50 sur 20 et qui se retrouve avec un montant d'1 million de francs CFA.
Maintenant, dans la catégorie radio, premier ex-aequo, Dalol FM se retrouve avec 16 sur 20 et un montant de 4 665 857 francs CFA. Premier ex-aequo, Farah FM, qui se retrouve avec 16 sur 20 et un montant de 4 665 857 francs. Premier ex-aequo, toujours Liptako FM Torodi, qui se retrouve avec 16 sur 20 et un montant de 4 665 857 francs CFA. Premier ex-aequo, toujours Souda FM, qui se retrouve avec 16 sur 20 et un montant de 4 665 857 francs CFA. Cinquième, Al-Ouma FM, qui se retrouve avec une note de 15,5 sur 20 et un montant de 4 520 049 francs CFA. Sixième, Sahara FM, qui se retrouve avec la note de 15 sur 20 et un montant de 4 374 241 francs CFA. Sixième ex-aequo, Tebonse FM, qui se retrouve avec la note de 15 sur 20 et un montant de 4 374 241 francs. Huitième, Garkwa FM, qui se retrouve avec 14 sur 20, 4 082 627 francs. Huitième ex-aequo, alors, Hadinkai FM d'Agué, qui se retrouve avec la même note 14 sur 20 et un montant de 4 082 625 francs. Huitième ex-aequo toujours, Nia FM de Koni, qui se retrouve avec la note de 14 sur 20 et un montant de 4 082 625 francs CFA. Huitième ex-aequo toujours, Touraki FM, qui se retrouve avec la note de 14 sur 20 et un montant de 4 082 625 francs CFA. Huitième ex-aequo toujours, Nomade FM, qui se retrouve avec 14 sur 20 et un montant de 4 082 625 francs CFA. Puis nous avons R&M qui se retrouve avec la note de 13,25 et un montant de 3 863 913 francs CFA. Puis Horizon FM qui se retrouve avec la note de 13 sur 20 et un montant de 3 791 007 francs CFA. Puis Amfani FM qui se retrouve avec la note de 10 sur 20 et un montant de 2 780 997 francs CFA. Voilà ainsi le total de 60 millions de francs CFA ainsi alloués à la catégorie radio. La catégorie télévision. Ténéré TV se retrouve premier avec la note de 15 sur 20 et un montant de 12 705 882 francs. Deuxième, Dunia TV qui se retrouve avec la note de 14,5 sur 20 et un montant de 12 282 353 francs CFA. Troisième, Niger 24 TV qui se retrouve avec 14 sur 20 et un montant de 11 858 824 francs CFA. Quatrième, Labari TV qui se retrouve avec une note de 13,75 sur 20 et un montant de 11 647 059 francs CFA. Cinquième, Canal 3 TV qui se retrouve avec la note de 13 sur 20 et un montant de 11 011 765 francs CFA. Sixième, ex-aequo, Bonferré TV qui se retrouve avec la note de 12 sur 20 et un montant de 10 164 706 francs CFA. Sixième ex-aequo, Saraounia TV qui se retrouve avec la note de 12 sur 20 et un montant de 10 164 706 francs CFA. Et enfin, sixième ex-aequo, Tambara TV qui se retrouve avec la même note 12 sur 20 et un montant de 10 164 706 francs CFA. Voilà ainsi partagé l'enveloppe de la catégorie télévision de 90 millions de francs CFA.
Restons avec les médias. L'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, ORTN, et la maison de production Fasofilm ont signé ce matin une convention pour la réalisation de séries. La revue chronique judiciaire sera cinématographiée en une série de 26 épisodes de 26 minutes. Le directeur général de l'ORTN, Loïc Crespin et Missa Ebié, ont apposé leur signature lors d'une cérémonie tenue à la maison de la télévision ce matin. L'Office de radiodiffusion et télévision du Niger signe cette convention avec la maison de production burkinabé Fasofilm. Un geste né de la volonté des deux parties à coopérer pour une intégration culturelle. Une initiative soutenue par Loïc Crespin, directeur général de l'ORTN. À son arrivée à la tête de cet office, il a organisé plusieurs rencontres avec des producteurs, des réalisateurs, des différents directeurs de radio et télévision de l'organe pour la promotion et le rayonnement de la culture nigérienne. Une volonté soutenue également par les ministères concernés et la primature. C'est un plaisir partagé entre l'ORTN, du personnel de l'ORTN de collaborer avec Fasofilm et en même temps déjà remercier tout l'appui que les autorités de tutelle, le ministère de la Communication, de la Culture et la primature apportent déjà à ces projets. C'est conforme à la mission de promotion de la culture et du cinéma, cette mission qui est dévolue à l'ORTN. Cette série s'inspire de l'œuvre d'un compatriote nigérien, en l'occurrence Amadou Ousmane. Cette œuvre, c'est la chronique judiciaire. Cette convention donc, que nous venons de signer avec Fasofilm va être financée par l'ORTN et Fasofilm avec la contribution attendue de beaucoup de sociétés qui, à travers cette série, vont faire la promotion de leur entreprise. Fasofilm aura contribué à la réalisation de 26 épisodes de la revue chronique judiciaire, œuvre écrite par le journaliste et écrivain nigérien Amadou Ousmane. Le quotidien de nos juridictions relaté en film par des techniciens nigériens et burkinabés, un partage d'expérience et de savoir-faire. C'est le départ de la collaboration entre l'ORTN et Fasofilm pour la réalisation de cette grande œuvre audiovisuelle. 26 épisodes de 26 minutes, ce n'est pas une petite affaire. Ça prendra 2 ou 3 mois de tournage à plein temps tous les jours avec des techniciens de l'ORTN, des techniciens nigériens, des comédiens nigériens, des comédiens burkinabés, des techniciens burkinabés. Donc cela permettra des échanges, des frottements qui certainement vont permettre aux deux parties de tirer beaucoup de profit, surtout le Niger, puisque tout se déroulera à Niamey et dans certaines villes du Niger. Donc c'est les populations du Niger qui vont bénéficier de cette grande coproduction. L'ORTN, à travers ses chaînes télévisées Télé Sahel et Tal TV, aura la primauté de la diffusion de ces épisodes qui seront transmis sur les chaînes panafricaines et européennes grâce au partenariat entre Fasofilm et ses organes internationaux. Fasofilm a réalisé plusieurs productions, dont le commissariat de Tampi, série très connue. La réunion annuelle des cadres du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant qui a débuté le 18 novembre à Sadoré, dans les locaux de l'ICRISAT, a pris fin hier après-midi. Les travaux de cette réunion se sont portés sur le bilan des programmes de l'année 2013 et l'examen de programmation de l'année 2014. Plusieurs recommandations ont été formulées. Djari Isaka, Youssouf Suleiman. 4 jours d'intenses efforts pour faire le point au bilan de l'année 2013 en cours et étudier les programmes de l'année 2014 afin de leur adoption. Les cadres du ministère ont passé en revue tous les programmes et pour rendre l'utile à l'agréable, des recommandations ont été formulées par les participants. Au gouvernement, doter le ministère des Ressources humaines et financières conséquentes pour une mise en œuvre efficace des politiques sectorielles. Aux directions générales et directions nationales, programmer un atelier pour renforcer les capacités des cadres en planification et en élaboration des projets bancables.
s'approprier davantage les stratégies de mise en œuvre des politiques du ministère de la planification des activités, mettre en place un Conseil national des personnes âgées, plaider auprès des ministères des enseignements secondaires et de la formation professionnelle et technique pour la prise en compte du critère handicap dans l'attribution des allocations, renforcer les capacités des élus locaux pour la prise en compte des politiques sectorielles du ministère dans leurs plans de développement communaux. Aux partenaires techniques et financiers, poursuivre leur appui à la mise en œuvre du plan stratégique du ministère. Pour le directeur du cabinet représentant la ministre, c'est le lieu de féliciter ces cadres et les encourager à redoubler d'efforts pour la bonne marche de leur ministère. Je voudrais à ce stade de mon propos remercier les uns et les autres au nom de Madame la ministre de la Population, Promotion de la Femme et Protection de l'Enfant pour le travail accompli dans un esprit familial et de convivialité. Je voudrais également souligner que les recommandations issues de cette rencontre seront examinées avec toute l'attention requise par qui de droit. Dans tous les cas, que chacun se convainque, sans sa contribution, lors des différents débats, nous n'aurions pas atteint les résultats appréciables. C'est un ministère qui touche la société nigérienne en général, donc nous espérons que les programmations de 2014 puissent atteindre leurs objectifs pour le bien-être des populations nigériennes. Fin ce matin de l'atelier de formation initié par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAAO. Une formation qui vise à outiller les enseignants afin d'être en mesure d'analyser les différents types de formations qui leur seront présentées. Pascal Sousou-Gauthier et Isaac Issa. Cet atelier, organisé par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO, en collaboration avec l'IRD et le CIRDES de Bobo-Dioulasso, vise à outiller les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants en année de maîtrise sur les questions relatives à l'évolution des différentes sortes de populations au plan génétique. Il permettra également aux participants d'être en mesure d'analyser et de caractériser les différents types de populations auxquelles ils feront face. L'intérêt de la formation est qu'aujourd'hui, toute population quand même a besoin d'être connue, d'être analysée et étudiée. À part les espèces, certaines espèces de maladies qui se transmettent d'une espèce à une autre, cette méthode de connaissance de la génétique de population nous permet quand même de suivre certaines maladies, la transmission, la ségrégation, etc., etc. Débuté le 10 novembre dernier, cet atelier s'est déroulé sur 2 phases. Une phase théorique et une phase pratique avec à la clé des méthodes d'analyse efficaces. La génétique de la population, c'est la science qui se charge de l'étude des différentes populations. Elles peuvent être une population humaine, une population animale, une population végétale, mais aussi une population des micro-organismes tels que les bactéries, les virus ou bien les champignons. Donc la génétique de population se charge de l'étude de la distribution des différents types d'individus dans l'espace et dans le temps. Et c'est une science qui a une très grande importance, car tout ce qui est programme d'amélioration génétique utilise de la génétique de population afin de pouvoir sélectionner les individus qui ont une meilleure performance. À titre d'exemple, si je prends le programme d'amélioration génétique de la vache Azawak, on est obligé de cerner la génétique de population afin de pouvoir sélectionner les sujets qui ont un haut potentiel, soit en production de viande, soit en production de lait. Il faut ainsi noter qu'au sortir de cette formation, cette science qui se charge de la maîtrise de la génétique de la population servira de base aux participants afin de bien mener les différentes analyses. Le gouverneur de la région de Niamey a organisé une conférence de presse relativement aux agitations scolaires survenues le 18, 19 et 20 novembre dernier au niveau de la capitale. Hamidou Garba Mamadou revient sur la genèse des événements avant d'appeler les scolaires appelés à gérer ce pays dans le futur, qu'ils ne doivent pas être à la base de destruction massive des biens publics et privés. Le gouverneur Hamidou Garba. Motivation selon les responsables de la section et le non-respect des délais de construction des classes payotes. La question que chacune et chacun se pose est de savoir si cela est suffisant pour poser de tels actes. En ce qui nous concerne,
Je dois rappeler les événements ci-après. Le 30 septembre 2013, soit 2 semaines après ma prise de service, nous avions échangé avec la section lycéenne et collégienne sur la préparation de la rentrée scolaire. Nous nous sommes séparés ce jour-là avec le sentiment favorable pour une rentrée académique calme. Le 4 octobre, nous avions tenu une réunion avec la section pour évaluer la plateforme déposée au gouvernement de la région de Niamey. Tous les points ont fait l'objet d'entente entre nous. Mieux, nous avions convenu de responsabiliser les scolaires et les COGES dans la marche de nos écoles et précisément dans le suivi de la confection des paillotes, car il a été constaté que les classes paillotes sont souvent mal construites. Et pire, elles disparaissent dans leur grande majorité à la fin de l'année. Pour mettre fin à cette pratique, nous avions convenu de passer par la procédure de passation des marchés afin de mieux cadrer la qualité des classes. Le 12 octobre 2013, nous avions tenu une réunion d'échange à Diadessekou avec l'ensemble des partenaires de l'école, les directions régionales, les inspecteurs, l'association des parents d'élèves, les COGES, la section lycéenne et collégienne, les directeurs d'école, en vue de mieux gérer les écoles à travers l'implication de tous. Le 21 octobre, nous avions tenu une réunion d'évaluation des engagements pris. Au cours de cette rencontre, la question du respect des délais a occupé plus de temps. Nous étions encore optimistes et nous avions maintenu la date du 15 novembre 2013 comme date indicative pour constater la réalisation des classes paillotes, voire même la livraison totale de ces classes. Malheureusement, la procédure lourde de passation des marchés ne nous a pas permis de confectionner les classes paillotes dans ce délai. Cependant, la section lycéenne et collégienne a dû constater certainement notre bonne foi, car la ville de Niamey a publié dans le journal Le Sahel, numéro 86-15 du 23 octobre 2013, l'appel d'offres ouvert numéro 016 portant sur la construction de ces classes. Cet appel d'offres publié est l'acte fort par lequel nous sommes à mesure de prouver notre intention de mieux faire. Pour ce qui est des tables bancs, il nous a été annoncé un manque de 12 000 tables bancs, ce qui est lourd à couvrir en une seule année. Néanmoins, il a été déjà mis en place 1825 tables bancs cette année et 2760 tables bancs sont déjà contractualisés. Nous attendons d'un moment à l'autre la livraison de ces tables bancs. Pour ce qui est de la différence, le gouvernorat et la ville ont déjà entrepris des contacts en vue de solutionner au cours de cette année cet épineux problème. Aussi, le 16 novembre 2013, la section lycéenne et collégienne, appuyée par le gouvernorat de la région de Niamey et la ville de Niamey, a organisé une journée de salubrité publique et de solidarité interscolaire. Ce qui prouve l'engagement des scolaires à changer d'attitude. Hélas, le lendemain, soit le 18 novembre 2013, nos jeunes frères, malgré tous ces efforts fournis par la ville et l'État, ont réagi avec une rare violence. Qu'est-ce qui peut, à juste titre, pousser ces jeunes à agir de la sorte? Surtout quand on sait que le 18 novembre 2013, une réunion a regroupé le gouvernorat, la ville de Niamey, la direction régionale de l'enseignement secondaire, le comité directeur de l'USN et la section lycéenne et collégienne autour de la ministre de l'enseignement secondaire, jusqu'à peu près 20 heures. Des engagements ont été pris de part et d'autre. La ville de Niamey s'était engagée à démarrer la construction des classes paillotes au plus tard ce vendredi 22 novembre 2013. La section lycéenne et collégienne, quant à elle, s'était engagée à organiser des assemblées générales dans les différents établissements en vue de lever le mot d'ordre et reprendre les cours le 20 novembre 2013. Hélas, ce n'est fut le cas. Des indices d'infiltration ont été trouvés et les responsables de cette violence seront retrouvés et mis devant leurs responsabilités, car les dégâts causés ne resteront pas impunis. Dans un état de droit, tout citoyen doit répondre de ses actes. Pour ce qui est de l'engagement de l'État, je suis heureux de constater que les classes paillotes ont bel et bien commencé à être construites. Il faut tout simplement retenir qu'aucun scolaire à cette date n'est décédé suite à ces manifestations, contrairement à certaines informations relayées par SMS
dans le milieu scolaire en vue de créer une situation insurrectionnelle dans le système éducatif nigérien. Les dégâts, hélas, sont lourds, surtout du côté des forces de l'ordre, ayant fait l'objet de plusieurs attaques. Mes chers frères et sœurs, je dois vous rappeler que votre avenir est dans vos mains. Et la population de la région de Niamey, innocente, a payé lourd suite à votre acte de violence démesuré. Vous devez savoir que chaque Nigérien et chaque Nigérienne doit plutôt contribuer à développer ce pays, au lieu de détruire les biens réalisés avec beaucoup de difficultés. Les scolaires appelés à gérer le pays, dans le futur, ne doivent pas être à la base de la destruction massive des biens publics et privés. Quant aux parents, j'en appelle à leur sens de responsabilité pour que jamais et à plus jamais de tels actes ne puissent être posés, surtout par ces élèves de la ville de Niamey. Merci. Depuis ce matin à Niamey, des travaux de l'atelier de préidentification des communes dans la zone d'intervention du programme d'action communautaire PAC 3. L'ouverture des travaux a été présidée par le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba Mamadou, Abba Moussa Atouman et Issoufou Samela. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à la détermination des communes de la zone d'intervention du PAC 3, où seront menées des activités d'investissement dans le cadre de la composante B, c'est-à-dire le fonds d'investissement local du PAC 3. Pour ce faire, l'atelier aura pour tâche d'échanger sur les méthodes utilisées pour aboutir aux propositions de la région et permettre à la mission de prendre en charge les propositions finales faites par la région de Niamey. Dans son adresse aux participants, le gouverneur de la région de Niamey a déclaré que les communes seront identifiées à la suite d'un état de lieu complet qui permettra de vérifier les interventions actuellement programmées et ou mises en œuvre de la part des différents partenaires au développement dans le domaine de la mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cela permettra, à souligner Hamidou Garba Mamadou, d'éviter toute forme de duplication et de favoriser les synergies dans un souci d'équité et de transparence. Le gouverneur de la région de Niamey n'a pas manqué de remercier la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial pour leur appui au bénéfice des populations, notamment rurales du Niger. Ces appuis, a-t-il conclu, ont contribué sur le plan socio-économique à améliorer les revenus des populations bénéficiaires, à augmenter les taux de couverture sanitaire et scolaire des zones d'intervention, à améliorer les revenus des exploitants des sites maraîchers et à réhabiliter plusieurs hectares de terres dégradées. Poursuite et fin de la mission de supervision conjointe gouvernement-FIDA des réalisations du projet PPI Rouamou dans les départements de Kanté, Magaria, Gouré et Myria dans la région de Zender. Maria Maketa, Lawali, Rufai. Subdivisé en deux équipes, l'une dans le département de Kanté et Magaria, l'autre dans le département de Gouré et Myria. Cette visite terrain de la mission conjointe gouvernement-FIDA dans les zones d'intervention du projet PPI Rouam de la région de Zender, notamment Guidigir dans le département de Gouré, Bandé à Magaria, Dungu à Kanté et la commune urbaine de Myria, est un exercice qui se fait chaque 6 mois dans le but de voir l'état d'avancement des activités du projet, l'état de mise en œuvre des recommandations que les missions précédentes ont laissées. À chacune des étapes de la mission, le coordonnateur du projet, Aboubakar Ousmane Goji, et le chargé du portefeuille FIDA au Niger, Vincenzo, ont expliqué clairement les objectifs assignés à cette visite terrain. L'objectif, c'est de visiter les tronçons de pistes identifiés par les missions des services techniques du génie rural et de l'équipement avec la facilitation de la CRCP et Iromo. Maintenant, visiter encore les bassins versants et les bassins de production du site de Kassapa. On a l'approche qui va être mise en œuvre par les programmes. Ça va être surtout axé sur les 3 piliers fondamentaux qui sont des piliers sur la sécurité alimentaire, qui sont aussi des axes stratégiques de l'initiative 3N. On a un axe, comme on vient de dire, axé sur la production agricole. Et les projets petite irrigation, bien sûr, il va être concentré sur le développement de la petite irrigation et la gestion durable de la réseau Sano, un accompagnement aussi avec un programme de restauration des bassins versants, d'aménagement des bassins versants. On a une troisième composante assez importante qui est tout ce qui est le renforcement des capacités des acteurs locaux.
Partout où la mission est passée, ce sont les responsables régionaux et coutumiers qui ont fait sienne les visites terrain en accompagnant la délégation qui s'est entretenue avec les producteurs maraîchers, les groupements de producteurs et les membres des écoles champs producteurs maraîchers pour qui cette initiative est plus que salutaire. La mission a également visité les mares et bassins en vue de voir la faisabilité de l'exploitation de l'eau pour qu'elle rejoigne la vision du PPI Ruomou, celle d'améliorer les conditions économiques et de sécurité alimentaire des populations nigériennes. Restons dans le Damagaram avec ouverture ce matin à Zender d'un atelier de validation du plan d'action de la ville de Zender. C'était sous la présidence du président du conseil de ville de Zender, Bachir Sabo. Laoli Chilo, Fajibokar. En effet, le projet foresterie urbaine et périurbaine mis en œuvre pour une période de 2 ans a été lancé en février 2012 avec l'appui de la FAO. Il a pour objectif principal d'élaborer une stratégie nationale et un plan d'action en matière de foresterie urbaine et périurbaine. C'est pourquoi, dans son discours d'ouverture, le président du conseil de ville de Zender, Dr Bachir Sabo, a rappelé que cet atelier de validation est très important pour la ville de Zender, parce qu'il s'agit d'enrichir un instrument de planification, d'investissement et de gestion des ressources agro-silvopastorales urbaines et périurbaines de la ville de Zender. Occasion pour lui d'exhorter les participants à suivre attentivement l'exposé qui leur sera fait afin de contribuer efficacement à son enrichissement pour que ce plan d'action réponde aux attentes de la population. Ce plan d'action qui clarifie et précise toutes les actions identifiées et déjà soutenues par le barre de fonds, ce qui nous donne un réel motif d'espoir quant à sa mise en œuvre, devait indiquer Bachir Sabo. Le coordinateur du projet foresterie urbaine et périurbaine, Kousoukoy Aboubakar, explique les objectifs assignés à cet important projet de développement. Ce projet a pour objectif d'élaborer une stratégie nationale et un plan d'action en matière de foresterie urbaine et périurbaine. Il touche 4 villes, à savoir Niamey, Tawa, Maradi et Zender. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'amorcer le dernier virage de mise en œuvre de ce projet à travers la validation des plans d'action des villes. Cet atelier qui va enrichir le plan d'action de Zender va permettre d'enrichir également le plan d'action national et la stratégie qui seront validées au cours d'un atelier national courant décembre prochain. À Maradi, ouverture également des travaux de validation du plan d'action de la ville en matière de foresterie urbaine et périurbaine. C'est le président du conseil de ville également qui a présidé la cérémonie en présence du coordinateur du projet et des différents consultants. On retrouve Ibrahim Hassimisso et Sanusi Garba. La question de la préservation de l'environnement et des ressources forestières face au développement rapide et anarchique des villes a préoccupé depuis les temps coloniaux les pouvoirs publics. Nos villes s'agrandissent au détriment des réserves forestières et foncières. Les lotissements réservés aux espaces verts dans les plans d'aménagement des villes sont souvent affectés à d'autres usages, faute de cadres institutionnels, juridiques et une politique d'urbanisation appropriée. Pour mettre en cohérence les interventions, le gouvernement, avec l'appui de la FAO, a entrepris l'élaboration d'une stratégie nationale assortie de plans d'action en matière de foresterie urbaine et périurbaine pour 4 de nos villes, dont Maradi. À cet effet, un projet a été lancé en février 2012. Mis en œuvre pour une période de 2 ans, il vise le bien-être des laborieuses populations. Son objectif principal est d'élaborer une stratégie nationale et un plan d'action en matière de foresterie urbaine et périurbaine. Après 19 mois, la stratégie nationale et les plans d'action des villes viennent d'être élaborés. Cet atelier est le premier niveau de validation en attendant la rencontre nationale. Son objectif principal est d'élaborer une stratégie nationale et un plan d'action en matière de foresterie urbaine et périurbaine. Il intervient principalement dans les villes de Niamey, Maradi, Tawa et Zender. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui
entre dans le cadre du processus de validation de ces plans d'action des villes et en particulier le plan d'action de la ville de Maradi. Comme vous le voyez, messieurs les membres du groupe de travail multi-acteurs, chers participants, cet atelier de validation est très important pour notre ville parce qu'il s'agit d'enrichir un instrument de planification, d'investissement et de gestion des ressources agro-silvopastorales urbaines et périurbaines de la ville de Maradi. C'est pourquoi je vous demande de suivre attentivement l'exposé qui vous sera fait et de contribuer efficacement à son enrichissement pour que ce plan d'action réponde aux attentes de nos populations et aux exigences du développement durable. Ce plan d'action qui clarifie et précise toutes les actions identifiées est déjà soutenu par les bailleurs de fonds, ce qui nous donne un réel motif d'espoir quant à sa mise en œuvre, Inch'Allah. Cette rencontre regroupe une quinzaine de participants et dure la journée d'aujourd'hui. En prélude à la réunion d'évaluation post-récolte qui aura lieu à Maradi du 25 au 29 novembre 2013, le secrétaire général adjoint de la région de Dosso a présidé une rencontre ce matin dans la salle du gouvernorat de la région, Hannatou Ali Harisougarba. Cette rencontre qui rentre dans le cadre des préparatifs de la réunion annuelle de l'évaluation de la campagne agro-pastorale vise à faire une évaluation globale post-récolte, aussi bien dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, et surtout à relever les défis agricoles et fourragers, tout en proposant des mesures idoines afin d'y remédier, car chaque année, après les évaluations post-récolte qui se fait à travers une démarche participative et inclusive, et sont en deux phases, dont la première phase préliminaire réalisée pour les mois d'octobre à décembre, qui se fait à base des évaluations qualitatives de la campagne agro-pastorale, et une deuxième et dernière phase qui se fait suite à la production des résultats de l'enquête annuelle de vulnérabilité mise en œuvre par le système d'alerte précoce. C'est pourquoi dans son mot, le secrétaire général adjoint de la région de Dosso, M. Nafiou Mahamadou, dira que l'analyse combinée de ces variables a permis d'identifier une population d'environ 1 133 000 personnes à assister dans cette phase du plan préliminaire d'octobre à décembre 2013. Et les bénéficiaires sont les enfants à bas âge atteints de malnutrition, les femmes enceintes et allaitantes, les ménages victimes de catastrophes, les agriculteurs, les éleveurs confrontés à des risques majeurs, les réfugiés et les migrants. Ce plan de soutien préliminaire 2013 a pour objectif général d'appuyer les ménages et les groupes affectés par les facteurs de risque humanitaire à accéder à une alimentation saine et diversifiée et à protéger les moyens d'existence à travers les activités prioritaires dont les opérations Cash ou Food for Work pour un coût global de 4 milliards 12 720 000 francs CFA. Au terme de son allocution, M. Nafiou Mahamadou a exhorté les participants à faire une analyse approfondie afin de répondre aux attentes des autorités de la 7e République qui œuvrent inlassablement pour le bien-être des populations nigériennes. Dans la région d'Agadez, éveil du civisme chez les jeunes, tel est le thème de la 4e édition de la rencontre intercadre de concertation de l'association de la jeunesse dont la cérémonie d'ouverture a été présidée ce matin par le secrétaire général de la région, Moussa Efale Malik Adraman. Créé par cette association, le cadre de concertation des associations de la jeunesse compte à son actif 263 associations et groupements de jeunes dans l'ensemble du territoire national. Il a vu le jour en 2005 à Niamey. Cette rencontre annuelle, faut-il le souligner, a regroupé dans la capitale de l'Aïr les participants des 8 régions de notre pays et permettra d'échanger et capitaliser les actions réalisées au cours de l'année. Plusieurs interventions ont été prononcées. Dans leur mot de bienvenue, les maires adjoints d'Agadez et le point focal d'Agadez, Rachid Kolo, ont saisi l'occasion pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants à la rencontre.
Visiblement satisfait, le point focal régional n'a pas manqué de saluer les thèmes de cette année. Prenant la parole, le point focal national a rendu un hommage à nos frères soldats victimes de l'acte lâche appelé djihadiste et aux victimes du Sahara. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Ibrahim Moussa a saisi cette opportunité pour remercier l'UNICEF pour son appui aux actions de la jeunesse. Dans le discours qu'il a prononcé, le secrétaire général de la région d'Agadez souligne que le gouvernement de la 7e République, à sa tête son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, soucieux du devenir de la composante jeunesse, a créé au sein du gouvernement un ministère chargé de la question des jeunes qui, dans son organigramme, il existe une direction nationale de la jeunesse et des activités socio-éducatives. Soyez rassurés, a dit Bourema Zerkeleni-Mega, que nous sommes disposés à vous apporter tous les concours afin que le séjour à Agadez soit couronné de succès, avant de remercier les partenaires techniques et financiers qui nécessitent d'apporter leur multiple soutien aux jeunes dans différents domaines. Le Festival international de la mode africaine FIMA, lors de la deuxième soirée, c'est-à-dire hier de l'édition 2013, a organisé un défilé panafricain au centre culturel franco-georges de Niamey. Le défilé dédié à la création africaine et aux jeunes stylistes qui se font découvrir au grand public pour la première fois. Salamata Amadou, Jibo et Issaka Issa. Des tenues au design graphique et épuré, relevant des expressions de la créativité, le défilé panafricain a révélé des jeunes stylistes mêlant toujours élégance et technicité. Regarde derrière moi comment j'ai commencé et quand je regarde comment j'ai avancé jusqu'à maintenant, je peux dire que c'est comme un rêve éveillé. Je suis à la fois intimidé et exalté d'être là. Je ne peux pas expliquer vraiment ce qui m'anime comme sentiment, je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est un grand principe pour moi. C'est ma première fois que j'ai venu au FIMA. C'est un grand principe pour moi. Pour cette 9e édition du Festival international de la mode FIMA, le défilé a permis aux amateurs de la mode venus nombreux au centre culturel Jean Rouge de voir des collections aux matières légères comme un souffle, mais aussi des stylistes qui revisitent les pagnes tissées, les pagnes imprimées ou le voile, des créations qui s'adaptent à toutes les silhouettes et à chaque personnalité. Une manière de répondre aux soucis d'un des grands créateurs du continent africain, Patéo, qui incite les jeunes à créer ce qui est portable. Aujourd'hui, la création devient importante, qu'on doit faire du portable. On ne doit plus faire des créations uniquement pour faire du plaisir ou des beaux ou qu'on parle de soi. Le portable est là. Vous avez les bassins magnifiques, la création des bustiers superbes. Donc les Africains ont compris que l'industrie de la mode est une manière d'aider l'Afrique à grandir, de créer de l'emploi. C'est pour montrer que l'Afrique est riche, que le Niger est riche, que le combat que nous faisons, nous les Nigériens, ou entre Africains, est tellement important. On doit se donner la main entre Africains pour que la création soit un outil de développement considérable. La tradition de l'évolution prend forme dans l'imaginaire de ces jeunes stylistes venus des différents pays d'Afrique, et dans ces créations, ils mélangent en toute harmonie des formes traditionnelles et modernes, des audaces qui émeuvent et fascinent. En fait, ce défilé panafricain du FIMA édition 2013 rend hommage à la création africaine. Après la culture du sport avec le Stade général Séni Kountché qui fête ses 25 ans d'existence, un tournoi de football pour les centres de formation de la région de Niamey a été organisé. Objectif, permettre au Stade général Séni Kountché de jouer son rôle d'éducation de la jeunesse nigérienne, seule de la capitale notamment. Salamatou Amadjibo et Léoliaïa. Après 25 ans d'existence, le Stade général Séni Kountché s'apprête à fêter son anniversaire après celui fêté en 1998. Donner la chance aux jeunes catégories de s'exprimer, c'est la raison qui a poussé les responsables du stade à initier un tournoi de football des moins de 17 ans ouvert uniquement au centre de formation résidant à Niamey. Par rapport à cette fête, nous avons choisi le sport. Parce qu'une des missions principales du Stade général Séni Kountché, c'est la promotion des activités sportives. Je ne vous apprends rien. Dans tous les cas, ce bâtiment, ce joyau est construit, n'est-ce pas, au bénéfice pour les jeunes, surtout plus pour les jeunes. Alors donc nous avons ciblé la catégorie jeune.
Le directeur général du stade Tassuli estime que dorénavant, la célébration de l'anniversaire du stade se fera de façon permanente afin de permettre à l'institution de jouer pleinement son rôle d'éducateur de la jeunesse. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, non seulement de répondre, de respecter les missions qui nous ont été assignées, mais surtout, ça va permettre, parce que ça sera fêté, comme je le disais tantôt, chaque année, ça va permettre au stade d'accompagner le ministère dans son programme de développement du sport en général et du football en particulier. L'ouverture du tournoi est prévue pour le samedi 23 novembre 2013 sous le haut parrainage du ministre en charge des sports, Abdelkarim Damalan. À lever des rideaux, les anciens joueurs du MENA des années 80-90 livreront une rencontre amicale comme pour rappeler leurs meilleurs souvenirs de footballeurs. Merci Salamata Amadou Joubo, c'est ici que prend fin cette édition. Merci également à vous de nous avoir suivis. Au revoir.